Ce soir, on a un invité exceptionnel, une invitée exceptionnelle, et je vous demande de l'applaudir très fort. Florence Bergeaud, Blaclair, auteur notamment d'un livre qui s'appelle Le frérisme et ses réseaux, et elle va nous On va parler de Pau. raconter, bien Alors, entendu, toutes ses vrai que recherches. on va en parler un tout petit peu quand même, parce qu'il y a quelques jours, la semaine dernière, au tribunal de Pau, il s'est passé quelque chose. On va en parler un petit peu dans la revue de presse, mais on va au moins juste parler de ce qui s'est passé. Une personne, on va appeler ça comme ça, a menacé de mort Florence sur Twitter. Et donc la justice française, pour une fois, fait son travail vite et de façon très marquante, parce que la personne a eu 15 mois ferme avec mandat de dépôt. Donc il faut se dire, en plus il y a une jurisprudence, hein. Aujourd'hui, menacer de mort quelqu'un sur Twitter, 15 mois ferme. Donc, c'est vrai que j'entends beaucoup de gens, et ça m'arrive sur les plateaux, dire la police fait un boulot génial, maintenant est-ce que la justice va suivre? Là, la justice commence à suivre. Parce que 15 mois ferme, c'est pas rien. Et donc, on est fiers que la justice fasse son boulot. Et on est surtout fiers de recevoir Florence ce soir pour qu'elle nous raconte. Parce qu'on va passer cette histoire. On est là pour l'écouter. Parce que ce livre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, nous a fascinés. Dès son lancement, en plus, c'est dingue les remous que ça a provoqué. Ouais, oui. Hein, vous allez nous en parler. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous amener peut-être à quelque chose d'un peu plus, certes, un peu plus sérieux, mais comme le disait Franck, il faut aller de temps en temps vers la vérité, et la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais en même temps, sans la vérité, on ne peut pas résister, et résister aujourd'hui, c'est devenu très important, hein, vis-à-vis des réseaux fréristes. Alors, ce que j'appelle les réseaux fréristes, je vais vous le dérouler là maintenant à partir d'une série de photos qui représentent le contenu de mon livre, ces différents chapitres, surtout les premiers chapitres. Ce que j'ai voulu faire, c'était d'essayer de décrire ce phénomène frériste qui s'est diffusé en Europe à partir des années 1960, donc qui est là depuis plus d'un demi-siècle, et qu'on a étudié généralement, essentiellement au Moyen-Orient. Et on n'a pas vu que finalement le temps qui a passé depuis plus d'un demi-siècle en Europe, c'est autant de temps, et même peut-être plus, qu'il n'avait passé dans les pays du Moyen-Orient. Donc en fait, c'est un phénomène très ancré et qu'il faut distinguer de l'islam. Je tiens absolument à cette distinction. Il y a plein de manières d'être musulman, parce qu'il y a plein de manières de reconnaître l'islam, qui a toujours été non pas une... moi, je ne crois pas qu'une religion soit pure. Une religion s'insère toujours dans un cadre social, culturel. Il est toujours de son époque. Donc le frérisme, c'est malheureusement une des interprétations à bien des égards assez effrayante de l'islam, qui aura bientôt un siècle. Alors, d'où je parle, il faudrait que je le précise. Donc, je suis chercheur au CNRS, docteur en anthropologie, et j'étudie cet environnement frériste à travers plusieurs angles depuis 30 ans. Je suis, je crois, la plus ancienne, hein, à travailler sur ces questions-là, même si ma médiatisation est relativement récente, mais c'est assez simple à comprendre. Mes travaux sont connus aujourd'hui grâce à mes 2 derniers livres. Donc le premier de 2017, c'était Le marché halal ou l'invention d'une tradition, et ce livre qui est sorti en 2023 en janvier, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Surtout celui-là m'a fait connaître, mais c'est vrai que je suis passée par 30 ans d'écartement systématique des travaux que je faisais. À l'exception de Gilles Kepel qui en parlait, il y avait un blackout total de mes recherches à l'université. Ce qu'on peut assez facilement expliquer aujourd'hui quand on voit la résurgence du soutien au mouvement du Hamas dans les universités, et de l'antisémitisme qui aujourd'hui éclate vraiment devant tout le monde. Nous, les universitaires, on savait que ça existait, mais on n'arrivait pas à quantifier le phénomène, puisque quand on le pointait du doigt, on était immédiatement sanctionné. Donc moi, j'ai travaillé dans un laboratoire, l'IREMAM,
l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman qui se trouve à Aix-en-Provence, où l'antisionisme, oui c'est ça, où l'antisionisme était la norme. Il fallait être antisioniste. Évidemment, ça cachait l'antisémitisme évident qu'on pouvait rencontrer dans les propos des uns et des autres. Et tous ceux qui, justement, se tenaient à l'écart de ces plaisanteries étaient soupçonnés d'être sionistes ou juifs ou amis des juifs, hein, etc. Et donc systématiquement mis à l'écart. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai très mal vécu, je me suis retrouvée isolée et tous mes travaux avec. Alors aujourd'hui, les choses changent, les masques tombent et on est dans une période où justement la vérité peut se dire et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, non pas que je prétende avoir la vérité, mais en tout cas je prétends la rechercher et la science c'est ça, c'est rechercher la vérité, c'est peut-être ne jamais y parvenir, mais en tout cas discuter de ces résultats, pouvoir les critiquer. Il faut se critiquer. On n'a jamais la raison ultime, mais en tout cas, on est capable de s'en expliquer, de s'en défendre, de s'améliorer, etc. C'est ça qui est important. Et que ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les agressions qui ont conduit d'ailleurs aux menaces de mort, j'en ai plusieurs. Alors la première s'est terminée comme ça et c'est une bonne chose. La justice a compris l'importance de protéger les chercheurs, mais ces menaces donc de mort sont le résultat aussi de la radicalisation des positions, et notamment chez les universitaires, des universitaires qui pendant des années se sont comportés comme des marchands, des boutiquiers en fait, qui protégeaient leur terrain de recherche, leurs interprétations et qui empêchaient les autres de la critiquer selon les règles de la méthode scientifique. Voilà. Donc, je vais vous parler donc du frérisme et je vais vous en donner une définition. La première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, qui sont à l'origine du frérisme, c'était en 1992, lorsque, à Bordeaux, j'avais décidé de faire des études d'anthropologie. Parmi les sujets, j'ai choisi d'étudier donc l'institutionnalisation du culte musulman à Bordeaux, et ce qui m'a amené dans la mosquée El Ouda, qui était tenue à l'époque par un certain nombre de jeunes étudiants plutôt d'origine marocaine, dont l'imam Tarek Oubrou. Il y en avait d'autres, il y avait aussi Fouad Alaoui et toute une équipe qui plus tard va se retrouver à la tête de l'Union des organisations islamiques de France, qui sont les frères musulmans, la vitrine des frères musulmans. J'ai commencé donc une première année en immersion, comme on dit, en observation participante, comme disent les anthropologues, ce qui consiste grosso modo à aller à suivre les gens partout, à se donner un rôle et à être donc à observer et puis à décrire à peu près tout ce qu'on voit. Et ça va assez bien marcher au début jusqu'à ce que les sœurs musulmanes que j'accompagne un petit peu partout réalisent qu'elles ne pourront pas me convertir, que je deviens un élément un peu gênant. Et au bout d'un an, je vais petit à petit être écartée de ce terrain et comprendre que si on ne joue pas le jeu de cette communauté qui veut se servir en fait des chercheurs pour diffuser sa pensée à l'université, si on ne joue pas ce jeu-là, on en sera écarté. Donc les portes se ferment, pas seulement à la mosquée, mais dans toutes les familles musulmanes. C'est le téléphone arabe, ça va très très vite. Elles travaillent pour la police ou d'autres calomnies, d'autres propos calomnieux du type elle est islamophobe, elle est raciste, etc. Donc qui fait que petit à petit, vous êtes porté en dehors des lieux. Ce qui me fait penser aujourd'hui que pour travailler sur ces milieux, il faut faire un deal avec les frères. Donc ici, vous voyez sur la photo le congrès de l'Union des organisations islamiques de France. Ça, c'est une photo qui date de 2014, où on voit les frères musulmans. C'est assez rare de les voir tous ensemble. Donc, costard cravate, hein, on voit un peu le look. Des gens qui sont en permanence en fait connectés entre eux. Alors, vous avez des frères et puis probablement des gens qui sont affiliés
des membres assermentés, et puis vous avez probablement sur la scène des affiliés qui ne sont pas assermentés. Mais là, vous avez quand même des membres assermentés, ce qui est assez rare. Leur particularité à ces frères musulmans, c'est de se rencontrer tous les ans, donc aux rencontres annuelles des musulmans de France, au congrès du Bourget. Et là, vous allez rencontrer des dizaines, peut-être une centaine de milliers de musulmans venant de toute la France. Et avec donc d'un côté un espace où il y a des conférences avec énormément de monde, et puis une autre côté la partie foire où on peut donc acheter des livres salafistes pour la très très grande majorité, avec quelques livres complotistes autour, mais vraiment une littérature salafi, c'est-à-dire fondamentaliste. C'est aussi la possibilité pour les enfants de faire des concours de chant. Vous voyez, les petites filles sont voilées, tout est halal, hein, bien entendu. Et puis c'est aussi la possibilité de marier ses enfants, trouver un fils ou une fille pour sa fille ou son fils. Donc, vous voyez un peu et ça dure pendant 3 ou 4 jours, et c'est là que j'ai découvert en fait l'univers particulier des frères, et que j'ai compris aussi en les étudiant au fil du temps, en regardant aussi qui venait à la tribune pour parler, c'est-à-dire aussi bien des musulmans qu'on appelle libéraux que des musulmans conservateurs, ou toutes sortes d'écoles en fait qui venaient chez les frères, et seuls les frères étaient capables de rassembler en fait autour d'eux autant de courants différents. La mosquée de Paris, donc qui dépend de l'Algérie, était incapable de faire ce genre de réunion. Ils auraient bien aimé, mais ils en étaient incapables. Les différentes associations plutôt dépendantes du Maroc étaient aussi incapables de faire. Seuls les frères avaient cette capacité de rassembler sur un même lieu différents courants, différentes origines, des hommes et des femmes politiques, des chercheurs d'ailleurs avec qui j'avais travaillé, que c'est très très complaisant avec les idées des frères musulmans. Donc tout ça m'a donné un petit peu une approche par le bas, où j'ai essayé de comprendre, et puis de saisir ce qu'était le frérisme en Europe, qui prenait une forme tout à fait différente du frérisme tel qu'on peut l'étudier au Moyen-Orient, et qui était rapporté par la très grande majorité de mes collègues. Alors pour moi, pour faire vite, qu'est-ce que le frérisme? C'est un islamisme. Alors qu'est-ce que c'est qu'un islamisme? C'est un salafisme, c'est-à-dire un fondamentalisme politique. Il est donc il est à la fois religieux et politique. Il est adapté, ce frérisme que je décris, aux démocraties libérales, sécularisées et modernes. Et plutôt que de le décrire comme un courant théologique parmi d'autres, je le décris plutôt comme un système d'action qui consiste en fait à rassembler tous les courants écoles de l'islam, ou plutôt à les conduire, faut pas les rassembler, les mélanger, mais à conduire chacun de ces courants et de ces écoles pour les mettre en marche vers l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire mettre en marche un mouvement islamique mondial qui a pour mission d'instaurer un califat, c'est-à-dire la société islamique dans le monde. Alors c'est évidemment la partie la plus controversée de mon livre, puisque j'ai appris, d'une certaine manière, j'ai toujours ressenti qu'il y avait cette volonté, parce que je le voyais de façon très, très évidente à travers les stands de cuisine, de formation des entrepreneurs, de crèches, etc., qu'il y avait donc au Bourget. Ils étaient en train de construire une petite société islamique. Et donc je l'ai toujours vu ça chez les frères. Et en même temps, c'était le domaine le plus tabou d'imaginer que ces gens étaient en train d'installer leur société en France, au mépris finalement de la démocratie et de la laïcité. Donc cette dimension, alors j'ai, pour aller vite, essayé de conceptualiser cette idée du frérisme en utilisant le V, le I, le P, VIP, hein, puisque les frères sont un peu l'aristocratie des mouvements islamistes. Le frérisme, pour moi, c'est une vision, une identité, un plan. C'est une vision, ça veut dire qu'on inculque aux petits musulmans une autre histoire, une histoire complètement différente qui commence avec le prophète,
qui est une histoire donc bénie et qui va finir donc avec l'instauration de l'islam sur la terre. Donc dès le départ, on vous explique que le monde, on vous inculque une autre vision du monde qui est parallèle à celle qu'on vous inculque à l'école. C'est aussi l'idée que vous avez une identité supranationale. Vous êtes musulman avant d'être français, britannique, italien ou autre. Et puis vous allez suivre un plan qui est celui que Dieu a prévu pour vous. C'est le plan de Dieu. Cette dimension donc controversée qui doit vous amener donc à travailler chaque jour dans toutes vos activités. Vous devez vous consacrer en fait à plaire à Dieu, et Dieu a voulu que vous ameniez donc l'islam sur terre et partout où vous le pouvez. C'est un système d'action donc qui va mettre en marche ce mouvement islamique mondial vers le califat. Et ce mouvement, il est originaire des campus des pays non musulmans, puisqu'il commence en fait à se réveiller grâce aux étudiants et militants qui sont réfugiés en Europe et aux États-Unis et qui viennent donc des pays musulmans d'où ils sont pourchassés. Il y a une chose aussi qui est très importante à mentionner, ce désir califal, il naît en fait sitôt la chute du califat ottoman en 1926. On a le sentiment que c'est la chute du califat, quand on l'apprend à l'université, c'est une espèce d'épisode historique un peu naturel, puisque on va tous aller vers la sécularisation, les sociétés vont devenir, vont se séparer du politique, du religieux, c'est un mouvement normal. On ne se rend pas compte que dans le monde musulman, cette chute, cette abolition du califat est vécue de façon dramatique. Et presque immédiatement, des congrès vont être organisés, notamment en 1926 à Jérusalem, avec le Moufti de Jérusalem, et puis pour essayer de reconstituer ce califat. Et puis en 1928 va naître donc la confrérie des frères musulmans. Alors justement, la confrérie des frères musulmans, c'est donc Hassan el-Banna, qui est né en 1906, qui donc qui fonde en fait cette confrérie. On voit un peu autour de lui de jeunes hommes qui vont se consacrer ou qui jurent de se consacrer à la confrérie pour donc conduire ce mouvement que Hassan el-Banna veut faire naître parmi les musulmans. Au départ, donc, en reprenant le pouvoir sur le monde musulman, en faire un vrai monde musulman et non pas ce qu'il est, c'est-à-dire un monde musulman décadent, sous l'autorité des puissances coloniales, qui s'est affaibli, etc. Donc revenir à l'islam, revenir au fondement de l'islam et le faire disperser d'abord dans le monde musulman et puis après ailleurs ensuite. La vision, l'identité, le plan, j'en ai parlé. Donc comment Hassan el-Banna décrit-il sa confrérie? Il dit « Nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquée selon les règles de l'islam est au cœur de notre pensée. Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela, nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un nizam, donc un système, qui ne peut être délimité et catégorisé. Il dépasse toute frontière géographique, il existera jusqu'à la fin des temps, car ce nizam est celui d'Allah. Nous sommes sur le chemin des compagnons du prophète et nous poursuivons sa mission, la dawa. » Donc c'est tout à fait clair, toute l'action humaine, la théorie de l'action humaine chez les frères est dirigée donc vers l'accomplissement de la prophétie califale du calife, et par tous les moyens. Donc le politique, on voit, le caritatif, le sportif et d'autres domaines, j'y reviendrai. Donc le frérisme, c'est une guidance qui consiste à ordonner le licite et à pourchasser l'illicite chez soi, mais aussi chez les autres. Vous avez le droit, finalement, d'amener votre entourage, et peut-être plus largement les musulmans, à eux-mêmes s'ordonner le licite et à pourchasser l'illicite autour d'eux. C'est un mouvement axé sur la mission, nous sommes l'appel du Coran, et donc le temps
pour les frères n'importe pas, puisque le chemin est tracé, tout est dans l'islam, tout est décrit dans l'islam, donc il suffit de découvrir ce qu'il y a dans l'islam pour avancer. Le temps n'a plus d'importance, on travaille sur un temps donc très long. Puisque l'ordre social n'est pas à penser, puisqu'il n'y a pas à discuter, on ne peut discuter qu'avec Dieu, eh bien, il faut simplement le découvrir, il faut se mettre en marche, il faut toujours avancer. Donc, on a à se concentrer sur l'action, ce qui donne à ce mouvement une très, très grande force. La structure pyramidale, la structure de la confrérie est pyramidale. Donc, ce qu'on connaît le mieux, c'est l'exemple égyptien contemporain qui au bout de plusieurs décennies, a fini par être dévoilé par d'anciens frères musulmans. C'était resté relativement secret. C'est un petit peu technique, donc je le passe. Mais ça veut dire qu'il y a une vraie structure. Et puis, il y a un recrutement qui se fait donc sur plusieurs années. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on ne choisit pas d'entrer dans la confrérie. C'est elle qui vous choisit et elle se fait connaître de vous ou pas au cours d'un très long processus de recrutement. Donc, il y a, donc au départ, on vous assigne un mentor qui va vous approcher, donc, vous avez été ciblé par la confrérie, vous êtes intéressant ou intéressante pour elle, mais c'est surtout intéressant puisque c'est surtout des hommes qui sont recrutés. Aujourd'hui, ça commence aussi à devenir les femmes, mais je ne connais pas exactement le processus. En tout cas, le processus qui est décrit et qui est celui de la confrérie, mais qui est aussi décrit en les mêmes termes en Europe par des anciens frères musulmans. Ça consiste donc à vous allouer un mentor qui va vous approcher, qui va vous apporter des cadeaux, sympathiser avec vous, et puis petit à petit, il va vous expliquer un peu comment pratiquer l'islam, vous expliquer que l'islam jusqu'à présent n'avait pas été bien pratiqué, etc. Puis vous socialisez peu à peu dans le milieu frériste, vous amenez la littérature, vous faire prendre conscience en fait de la dimension mondialisée de l'islam. Tout ça, c'est plusieurs années, ça peut être 5 ou 6 ans, et vous passez donc chacun des échelons. Par exemple, mettons s'il y a 6 échelons, ça dépend des pays, ça dépend des continents, ça dépend des contextes. Les frères sont vraiment les salafis du texte et du contexte. Soit la confrérie juge que vous n'êtes pas capable de poursuivre, et à ce moment-là, il a déjà fait son travail de pré-socialisation qui est déjà très efficace. C'est un système très économique de recrutement. Soit il juge que vous pouvez continuer, et puis petit à petit, jusqu'à ce que la confrérie se fasse connaître de vous. Vous dites, voilà, nous sommes la confrérie des frères musulmans, est-ce que vous voulez rentrer dans la confrérie? Donc là, l'individu accepte ou non. Et s'il accepte, il prête serment, et il devra donc dévouer toute sa vie et aussi un certain pourcentage de son salaire donc à la confrérie, corps et âme. Donc et ça veut dire aussi que vous pouvez avoir passé toutes les étapes, ne pas être recruté, mais avoir vraiment tout ce qu'il faut pour agir pour la confrérie, sans savoir qu'en fait elle vous a, elle s'est imprégnée en vous, elle a imprégné ses idées en vous. L'islamisation frériste, elle est souvent considérée par les spécialistes du frérisme du point de vue de sa méthode utilisée au Moyen-Orient et notamment en Égypte, où on parle d'islamisation par le bas, donc l'aide sociale, l'éducation, alors que en Europe, on utilise moins ces techniques d'approche parce qu'on est dans des sociétés d'abondance et qu'on n'a pas à remplacer l'État, il y a la sécurité sociale, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ce sont d'autres méthodes. Donc, on utilise l'entrisme, l'infiltration, le noyautage d'une association caritative, un syndicat, un parti politique, une grande entreprise, une salle de sport. Et on va, si possible, travailler à influencer des influenceurs. C'est-à-dire, ça peut être des footballeurs, ça peut être des rappeurs, enfin, je ne vais pas vous donner les noms, vous voyez un peu de qui je veux parler. Donc, ce sont des gens qui sont approchés par la confrérie, travailler. Généralement, ils ont un ego assez prononcé, donc
et ils acceptent beaucoup les flatteries, les cadeaux, etc. Et ils vont devenir en fait des vecteurs d'islamisation frériste dans la société, parfois à leur corps défendant, parfois en le sachant. Si on prend par exemple Médine, qui est un exemple assez connu, lui a sans doute a évidemment été approché par la confrérie et a fini par se reconnaître lui-même comme un ambassadeur en fait de l'association Havre de Savoir, qui est indubitablement une association frériste. Pourquoi je dis indubitablement? Parce que les frères musulmans ne disent jamais qu'ils sont frères musulmans. C'est absolument secret. D'autant plus d'ailleurs qu'on est dans des sociétés de transparence, où il suffit de dire que vous n'êtes pas quelque chose et vous ne serez jamais ennuyé. Évidemment, les frères musulmans nient absolument être de la confrérie, même si tout par ailleurs le montre. L'islamisation, c'est donc le placement des membres de la confrérie dans un milieu qu'on va transformer, c'est l'infiltration classique, mais ça peut être aussi un endoctrinement, une activation d'une cible qui n'est pas frère musulman, mais qui est déjà en place dans un milieu qu'on va de cette manière frériser. Alors, sur le plan idéologique, donc, je vous l'ai dit, Hassan el-Banna, c'est la figure tutélaire des frères musulmans. Mais ceux qui véritablement sont les pères du frérisme européen ou américain, en tout cas des pays où les musulmans sont en minorité, eh bien moi je trouve qu'il y en a deux principaux, il y en a d'autres, hein, mais c'est pour moi les deux branches principales, c'est celle de l'indo-pakistanais Maoudoudi et celle de Youssef el-Qaradawi, donc beaucoup plus connu, de la branche arabe. Et celui qui met en fait en lien ces deux différentes écoles, ces deux grandes écoles qui sont en train d'essaimer en Europe, c'est Saïd Ramadan. Et Saïd Ramadan est le père de Tariq et Annie Ramadan. Donc vous voyez, l'histoire est assez courte en réalité. On a l'impression que ce sont des vieilleries, mais on arrive très très vite au grand-père de Hassan el-Banna en écoutant Tariq Ramadan. Maoudoudi, c'est, pour faire vite, c'est l'ingénieur de ce que j'appelle le système islam. Donc ce qui est important à considérer, c'est que les frères ont une vision systémique de l'islam. Donc pour eux, la loi islamique contient des directives nécessaires et surtout suffisantes pour répondre aux besoins de la société humaine, à tous les âges, tous les pays, dans toutes les sphères possibles. Ça veut dire que il y a non seulement tout est bon dans l'islam pour les musulmans, mais rien n'est bon en dehors de l'islam. C'est aussi, alors l'ingénieur du système islam, c'est celui qui explique que chacune des composantes de l'islam, chacun des organes de l'islam est solidaire de tous les autres organes, et donc si vous adoptez une pratique, vous devez adopter les autres nécessairement. Si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard, Inch'Allah. De toute façon, vous y arriverez parce que le système est fermé. C'est aussi l'homme de la conquête des esprits par la culture et par l'économie. C'est pas la peine de passer par le politique, surtout dans les pays à minorité islamique où on fait pas le poids, on n'a pas la force militaire, la force politique, donc on va plutôt passer par la culture et l'économie. C'est vraiment l'homme qui va servir au marché halal qui est inventé dans les années 1980 à industrialiser la norme islamique pour qu'elle puisse rentrer dans la machine industrielle et produire des viandes halal, des produits halal, des espaces halal, du tourisme halal et tout un tas de choses qui évidemment n'existaient pas dans la tradition. Tout ça étant copié sur la cache-route, puisque, et ça on le voit tout au long de l'histoire des frères, les frères ont une obsession vis-à-vis des Juifs et de leur système d'organisation. Ils ont le Juif imaginaire et ils veulent copier, en fait, imiter et s'approprier, en fait, les forces du Juif imaginaire. Donc, donc ils ont l'impression qu'ils dominent le monde, eh bien, ils le domineront. Ils ont l'impression que la cache-route est un système super organisé, donc ils travaillent à super organiser leur système, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on voit à peu près tout le long de l'histoire du frérisme. C'est à la fois la détestation des Juifs, il faut détester les Juifs activement, et un mimétisme parfait de l'imaginaire, ou en tout cas de ce qu'ils considèrent être le Juif idéal.
Youssef El-Qaradawi, donc, c'est l'homme du juste milieu. Quand vous entendez cette phrase de juste milieu, ça donne l'impression que vous avez affaire à un groupe modéré, voilà, qui ne veut pas trop de littéralisme, trop de violence. En fait, pas du tout. Le juste milieu, la wasatiyya, il faut l'entendre plutôt comme l'empire du milieu, c'est-à-dire une capacité de saisir de mobiliser en fait les atouts de chacun des groupes, des plus violents aux plus libéraux, aux plus adaptables, pour essayer donc de conduire toutes ces tendances vers toujours la prophétie. C'est vraiment les théocrates de l'action, de la visée califale. Donc conquérir par le milieu, ça veut dire être capable de faire, d'orchestrer en fait l'ensemble de ses forces. Alors ça va nous amener où tout cela? Eh bien, j'étais tombée, alors j'ai commencé à travailler sur le sujet au début des années 90, vous l'avez compris, et on est au début des années 2020. J'ai retrouvé un document absolument passionnant, écrit par Qaradawi, qui n'est pas l'individu grossier que l'on décrit, c'est un penseur, et il faut le prendre tout à fait au sérieux, il faut le lire et le prendre au sérieux. Et donc, dans ce document écrit dans la fin des années 80 et intitulé « Les priorités du mouvement islamique », il dit ce qui va se passer dans 30 ans. Et 30 ans plus tard, force est de constater que, effectivement, c'est bien arrivé. Donc, la dimension programmatique et planificatrice du mouvement, c'est une véritable dimension, il faut la prendre au sérieux, ça veut dire qu'il faut lire les frères, chaque fois qu'on peut, il faut lire leur plan et le prendre au sérieux, même s'ils sont écrits avec des termes religieux, donc forcément qui donnent un peu, qui peuvent apparaître un petit peu symboliques. En réalité, ce sont des littéralistes, donc quand ils parlent, quand ils écrivent, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, il faut prendre littéralement ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Donc en 1990, Qaradawi invite le mouvement islamique, il l'appelle comme ça, à emprunter 3 grandes directions pour les 30 ans à venir. D'abord, il faut former une avant-garde islamique, prendre en main les écoles islamiques, toutes les instituts de formation et viser donc la formation d'une élite en premier. Ça, c'est pour les programmes, bien sûr, dans les pays occidentaux. Il faut donc former une opinion publique qu'on aura débarrassé des effets de campagne de dénigrement. C'est toutes les campagnes contre l'islamophobie en fait sont déjà inscrites dans la pensée des frères. Donc ça n'est pas pour rien si aujourd'hui ils nous bassinent sans arrêt avec l'islamophobie structurelle, etc. C'est inscrit dans ce mouvement. Et puis, il faut préparer un climat mondial d'acceptation de l'existence de l'Oumma, ce que le marché halal, par exemple, fait très bien. Les frères pensent donc la transformation de la société, puisqu'on va passer donc d'une société de mécréance à une société donc islamique. Il y a un espace entre les deux qui s'appelle la société de contrat. Et cette société de contrat, moi je l'appelle la société charia compatible. C'est-à-dire qu'on n'impose pas la charia, mais on fait en sorte que on change les lois, on change les règles, on change les habitudes, de sorte qu'on accepte en fait l'ADN du frérisme. Ça fait une société qui est charia ou frérot compatible. Et dans le document de Qaradawi, il y a très nettement donc 7 secteurs à conquérir de façon très méthodique. Celui de l'éducation, ça c'est vraiment la super priorité, donc l'université et l'école. Il faut savoir que les islamistes s'imposent toujours dans une société par l'université, puis après par l'école. Il y a bien sûr le politique, quoique dans les pays non musulmans, comme je l'ai dit, on évite les partis politiques. Par contre, on va utiliser ce que j'appelle les partis coucou, c'est-à-dire, vous savez, le coucou fait couver ses œufs dans le nid d'autres espèces. Et bien là, c'est un peu ça. LFI, par exemple, c'est vraiment le prototype en France du parti coucou, où on nourrit en fait l'islamisme à l'intérieur d'un parti. Voilà. En Belgique, vous avez le parti écolo, par exemple, donc ça dépend, du contexte. Toujours, les frères sont très souples, ils sont très adaptables. Il y a bien sûr le domaine social, le domaine sportif, les hijabeuses, ça fait partie
du plan, du projet. L'économie du halal, j'en ai parlé. Les attaques sporadiques, qui sont des attaques... en fait, dans dans l'apprentissage, dans l'endoctrinement frériste, il y a l'enseignement pour chaque enfant de se préparer à agir pour le califat, pour Dieu. Et donc, chacun est prédisposé à agir dans son domaine pour cette fonction. Et moi, je pense par exemple qu'il n'y a pas d'idéologie djihadiste, il y a une idéologie frériste, et le domaine d'action, puisque j'ai parlé de système d'action, il y a un domaine d'action qui est celui de la guerre. Et donc, les sportifs, les gens qui sont prédisposés à être des combattants guerriers, de temps en temps ressentent l'appel et vont agir. Donc en fait, si on regarde tous ces domaines, celui de la communication, j'en ai pas parlé, ou celui de l'islamisation de la connaissance, eh bien, toutes ces attaques, toutes ces offensives qu'on voit, elles se font simultanément, mais pas forcément en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une offensive à l'école, après il y a une offensive des hijabeuses, après il y a à l'université, après vous avez un attentat, après vous avez Al Jazeera ou à J+, qui wokise la communication en direction des jeunes non musulmans pour les rendre un peu plus idiots. Enfin, ouais, vous avez quand même quelque chose qui est assez bien pensé pour épuiser, pour démoraliser complètement une société. Donc, je pense que le frérisme, il faut le penser dans sa globalité pour en saisir en fait la toxicité générale. Si on se concentre que sur l'abaya, par exemple, on va pas comprendre, on va dire bon, l'abaya, c'est quand même, je sais pas, 0,5% des gamines, c'est pas grand-chose, etc. Mais quand vous regardez tout ça en zoom arrière, vous apercevez que là, on a véritablement, non pas une radicalisation, mais une guerre à bas bruit, à basse intensité, à très basse intensité, à basse intensité, et on ne sait pas trop où ça peut aller. Voilà, donc ça donne, et je vais en terminer là, donc ça donne ce que Kardawi avait prévu, les classes de missionnaires, donc les entrepreneurs musulmans, alors il faut évidemment rééduquer les masses, leur apprendre, pas serrer les mains, la stricte séparation des sexes, en particulier dans les masses, hein, pas à certains niveaux, à un certain niveau, comme la FEMISO par exemple, qui est l'organisation jeune des frères musulmans, on peut tolérer une certaine mixité parce qu'on produit une élite et que voilà, pour les besoins de la cause, on peut tolérer une certaine mixité. Évidemment, il faut qu'elle soit voilée parce qu'il ne faut pas trop de promiscuité. Donc, il faut former des femmes leaders islamiques dans les domaines de la mission, de la pensée, des sciences, de la littérature et de l'éducation. Il faut aussi demander aux banquiers et commerçants de ne pas se contenter de construire des mosquées, mais aussi de former des centres d'affaires islamiques. Il faut donc aussi éduquer les enfants dans une sorte d'adoration de Dieu en tout le temps, partout. Alors ça, j'ai fait un rapport aussi sur cette éducation où les enfants en fait sont en permanence obligés de se concentrer sur leurs prières, les prières surrogatoires, tous les actes de leur vie doivent être tournés vers l'adoration de Dieu. Voilà. Sur la question de l'antisémitisme, j'ai aussi pas mal de choses à dire, mais je vais vous laisser poser peut-être des questions. Déjà, on applaudit. Merci Florent. Bien joué, parce que vraiment. Alors, moi, je voudrais qu'on l'applaudisse non seulement pour la qualité, bien entendu, de ce contenu, et pour son courage, parce que elle a été menacée de mort, on l'a dit, mais elle a été aussi, je le dis, combattue par son administration, l'NRS, pour ne pas les citer. Et sincèrement, vraiment, je l'admire pour son courage, parce que c'est une résistante. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de faire ce qu'on essaie nous de faire ici, c'est d'être combattante de la vérité. Ça, pour nous, c'est ce qui est le plus important. On aimerait lui poser surtout une question qui va nous intéresser par rapport aux thématiques. Georges qui est déjà connecté. Oui, il y a Georges qui est déjà connecté, donc on va. Il vous écoute, il vous a écouté. Il vous a écouté d'ailleurs. Une question sur la communication et sur le langage. En gros, comment on reconnaît le langage frériste? Moi, vous m'avez dit un truc tout à l'heure qui m'a fait sursauter, on s'est regardé, c'est frérot. Parce que frérot, moi j'ai des amis, feuges, juifs, plutôt marocains,
qui utilisent ça depuis des années, et on en connaît, des très connus, qui ont instauré le frérot dans les médias depuis des années. Moi-même, le nombre de fois, je ne les citerai pas parce qu'on les connaît tous. Ah, comment tu vas, frérot, 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 frérot. Mais j'ai sursauté parce que ça aussi, ça rentre dans le langage. Oui, il y a un certain nombre d'expressions qui sont rentrées dans le langage, mais moi je dirais que c'est plutôt au-delà des expressions. En fait, j'ai pas vraiment beaucoup d'exemples à donner. C'est plutôt la capacité de contrôler son langage. Autrefois, on pouvait dire à peu près tout ce qu'on voulait, et aujourd'hui, avant de dire certaines choses, on réfléchit. Et c'est pas que des affaires de blasphème. C'est aussi tout ce qu'on peut voir et ce qu'on ne doit pas voir. On a vu les gamins dans une école là il y a pas très longtemps se révolter contre un tableau de femmes nues, un tableau classique. Et apparemment, j'en parlais avec une journaliste anglaise qui me disait il n'y avait pas que les gamins musulmans qui ne voulaient pas voir ça, il y avait aussi les autres. Bon, j'ai pas vérifié l'information, mais en même temps, je suis pas surprise. Mimétisme. Il y a du mimétisme, il y a une espèce de solidarité, et puis ben, on est en train effectivement d'aller vers une société du contrôle du langage, du contrôle de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas, et ça, c'est ça pour moi le frérisme. C'est-à-dire que c'est pas les frères musulmans en tant que confrérie, c'est toute l'idéologie qui s'est diffusée dans la société. C'est pareil que le communisme. Le communisme, ce n'est pas juste les adeptes ou les adhérents du Parti communiste. C'est une idée qui s'est répandue dans la gauche. Et une idée Bien dominante. au-delà. Est-ce que le langage est dominant? Parce que souvent on nous dit il suffit de peu de gamins un peu avec cet état d'esprit pour que toute une classe, ou parfois même tout un établissement, soit, j'ose le mot, contaminé. Oui, parce que l'interdit est plus fort que la permission. C'est la honte, puis avec les réseaux sociaux, ça a un peu aggravé les choses. Donc quand on interdit quelque chose, ça a beaucoup plus d'effet, d'effroi et sur le plan émotionnel que quand on permet. Surtout, alors en plus, on avait une société hyper permissive, et on voit que même les mouvements woke, les mouvements dits éveillés, en fait, sont de plus en plus canceleurs, vous interdisent ceci, vous interdisent cela, et on voit qu'on réduit notre liberté d'expression, notre richesse culturelle. Leurs plans semblent très bien pensés sur le long terme. Là, je vous ai donné un exemple, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Il y a des plans de cadrage généraux, comme celui de l'ICESCO, qui est vraiment remarquable, parce que là, ils expliquent comment ils vont faire pour empêcher les enfants de l'immigration de s'assimiler, donc avec des objectifs très très clairs. Il y a vraiment, je l'analyse longuement dans mon livre. Donc tout ça, en fait, c'est dit, c'est vraiment étalé dans mon livre, et je trouve encore aujourd'hui, sur les plateaux télé ou ailleurs, ou sur les réseaux sociaux, des gens pour me dire oui, enfin, faudrait quand même pas exagérer. La question n'est évidemment pas là. On a un courant qui aujourd'hui devient hégémonique. On l'a vu avec ce sondage IFOP qui est sorti le 7 décembre, où on vous explique que 78% des gamins pensent que la laïcité, c'est contre l'islam, que 50% des parents seraient d'accord pour que leurs enfants n'aillent pas voir, n'assistent pas à certains cours, 57 je crois pour les filles qui pourraient se dispenser d'aller à la piscine. Donc on est sur des sondages très très forts quand même, et quand vous expliquez l'origine de tout ça, on vous dit qu'il faudrait quand même pas exagérer. Donc ça, c'est vraiment très très frustrant. C'est au contraire, prenez conscience que ou alors des gens qui vous disent oui, mais tous les musulmans sont pas comme ça. Et oui, évidemment, tous les musulmans sont pas comme ça. Mais cette idéologie est en train de traverser non seulement la communauté musulmane, mais aussi l'ensemble de la société. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci beaucoup, parce que grâce à votre courage et grâce à vos propos, justement, on a... Oui. Il y avait une question. Vous avez commencé à parler de l'antisémitisme. On voudrait vous entendre un petit peu là-dessus. Parce que je pense que c'est important, vous avez préparé quelque chose. Et après, on passera à Georges Bensoussan. Sur l'antisémitisme, ça, Kardawi est à peu près est très très clair là-dessus. Donc il faut cultiver la haine des Juifs. Kardawi, c'est un personnage très important parce que c'est vraiment l'un des penseurs du frérisme et de ce qu'il appelle le fiqh, la jurisprudence des minorités. Donc en fait, l'adaptation de l'islam rigoriste et salafi tel que les frères l'ont pensé à nos sociétés. Et donc pour lui, la haine des Juifs évidemment
à conserver parce que ça va permettre aussi à la communauté musulmane de se renforcer. Kardawi, j'ai découvert, j'ai travaillé pour le journal Le Point sur la charte du Hamas. Et j'ai découvert que Kardawi avait été très influent dans le drafting de la charte, dans la rédaction de la charte du Hamas. Il dit par exemple, alors que dit par exemple voilà, que dit la charte du Hamas? Alors, je voudrais vous donner. Non, ça c'est Kardawi qui dit « J'ai toujours insisté sur le fait que la Palestine est une terre musulmane appartenant à toutes les générations de la nation musulmane. Par conséquent, si l'une de ces générations ne parvient pas à défendre et à protéger cette terre, c'est aux générations suivantes de s'acquitter de cette tâche. Si les Palestiniens négligent leur devoir de défendre cette terre, alors la nation musulmane tout entière est tenue d'assumer cette responsabilité et de défendre la terre par la force ou la parole. Il est donc obligatoire pour chaque musulman, où qu'il se trouve, donc dans le monde, de défendre Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa. C'est une obligation pour tous les musulmans de participer à la défense de Jérusalem avec leur âme, leur argent et tout ce qu'ils possèdent. Sinon, un châtiment d'Allah s'abattra sur toute la nation. » Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est si les Palestiniens ne sont pas assez forts pour le faire, il faudra que la nation entière le fasse. D'où les mobilisations qu'on a vues partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement la rue arabe, puisque à Londres, par exemple, les Arabes sont probablement minoritaires dans la mobilisation. C'est l'Oumma. C'est l'Oumma qui s'est levée et qu'on a vu manifester dans le monde entier à travers tous les continents.